Allez, messieurs, dames, on y va tranquillement. Alors, je vous présente aujourd'hui quelqu'un qu'on attend depuis très longtemps au Parc Galéa. Je ne vais pas dire depuis que tu as tourné tes premières émissions avec Nicolas Hulot, mais enfin, on t'a découvert ici nous concernant, il y a quelques années déjà, c'était pour Ushuaïa. Sabrina Krief, qui est donc vétérinaire, vous l'avez lu, je sais que vous êtes renseigné sur son compte, qui est surtout primatologue, puisqu'on peut avoir plusieurs spécialités dans ce champ de recherche, évidemment. Elle nous vient depuis le Muséum d'Histoire Naturelle, et si on remonte encore quelques mois en arrière, et si on se projette peut-être quelques semaines après, elle nous vient aussi un peu du parc de Kibale, du côté de l'Ouganda, où elle passe évidemment plusieurs mois dans l'année en compagnie de ses équipes de recherche qui travaillent là-bas en permanence, avec qui elle est en lien quotidien. Également, on le présentera tout à l'heure aux côtés de son mari, Jean-Michel Krief, photographe, faisant évidemment partie de l'association de sauvegarde des chimpanzés qu'ils ont montée. Et Jean-Michel nous rejoindra tout à l'heure pour la deuxième partie de la conférence autour de son travail, notamment pour la sauvegarde des chimpanzés et de son travail de photographe. Sabrina Krief, qui est une des rares primatologues au monde, en fait, il y a, c'est vrai, peut-être tu nous le diras, beaucoup de spécialistes, mais pas tant que ça, qui depuis tant d'années, avec tant d'abnégation, de temps long pris auprès des chimpanzés, a réussi à les approcher, à se faire accepter, d'où le nom très bien trouvé de son dernier ouvrage, Chimpanzés, mes frères de la forêt. Ils ne peuvent pas être les frères de tous, autant sont-ils peut-être nos cousins, on va l'apprendre en termes génétiques, autant pour devenir une sœur ou avoir des frères, il faut vraiment se faire accepter. Vous allez comprendre que c'est un très très long travail. On parle bien de chimpanzés sauvages qu'il faut pouvoir approcher dans des conditions très particulières. Si vous êtes d'accord pour accueillir notre invité qui nous fait l'honneur de sa présence, quelques applaudissements seraient chaleureux à son égard, s'il vous plaît. Merci. Merci déjà. Alors, comme Fabrice l'a dit, je vous remercie de tout cœur d'être venu cet après-midi nous rejoindre. Un grand merci à Fabrice, bien sûr, et au Parc Galéa de nous accueillir. On est enchantés, ravis d'être là. On a eu quelques jours pour découvrir votre merveilleuse région et je vais essayer de vous faire partager un peu celle que je connais bien, donc, qui se trouve en Afrique, en Ouganda, par le biais effectivement des chimpanzés, avec une partie de mes recherches qui porte sur l'automédication chez les grands singes et puis une deuxième partie où on sera plus au cœur des enjeux actuels de conservation de ces espèces et de cette espèce en particulier. Que peut-on faire? Quelles sont les menaces? Que peut-on faire pour les sauver? Est-ce qu'il est possible ici aussi d'agir? Voilà. Et puis ensuite, je serai heureuse de répondre à vos questions. Alors tout d'abord, pour contextualiser un petit peu cette présentation, vous rappeler qu'effectivement aujourd'hui on parle d'érosion de la biodiversité avec des chiffres qui sont vraiment alarmants et criants. 1 million d'espèces animales et végétales sur le point de disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que notre espèce, à nous, a à voir avec cette disparition annoncée de la biodiversité et des espèces animales et végétales qui vivent autour? D'abord, pourquoi? Alors, on peut se rappeler de la conférence de la semaine dernière, celle d'Hervé Lebras, qui nous parlait d'augmentation démographique et surtout qui mettait en avant que non seulement, évidemment, c'est une question de nombre d'humains sur Terre, mais surtout de consommation. À savoir que certains consomment beaucoup plus que d'autres et que cette consommation est principalement, évidemment, tournée vers le fait qu'il faut se nourrir et que pour se nourrir, c'est l'agriculture qui prend le pas sur les espaces naturels et sur les espèces, évidemment. Cette agriculture qui menace la planète et les espèces animales et les autres espèces végétales, c'est une agriculture intensive qui fait usage d'engrais, de pesticides. Et là encore, les chiffres font peur, puisqu'on estime que depuis une quarantaine d'années, non seulement notre consommation en eau, mais aussi en pesticides a doublé et que la consommation en engrais a triplé. Donc évidemment, il y a non seulement cette emprise des terres qui petit à petit font disparaître les espaces naturels, mais aussi la pollution qui peut y être associée.
Et au final, on se rend compte que les terres les plus fertiles sont souvent celles qui portent le plus d'espèces végétales, et tout particulièrement donc les forêts, et encore plus les forêts tropicales, puisque ces forêts tropicales sont ce qu'on appelle des hotspots de biodiversité, avec des centaines, des milliers d'espèces végétales et animales qui la peuplent. De fait, si la forêt disparaît pour une agriculture intensive, on va avoir une proximité de plus en plus forte entre les humains qui sont là pour exploiter cette forêt et ces terres et la faune sauvage. Et malheureusement, aujourd'hui, je serais venue il y a 2 ans, vous n'auriez peut-être pas été aussi conscient de ce problème, mais aujourd'hui, on sait à quel point les maladies qui se transmettent des animaux aux hommes peuvent être dangereuses. Et avec cet impact de plus en plus fort sur ces espaces naturels, on favorise bien sûr la transmission de pathogènes, c'est-à-dire de virus, mais aussi de bactéries, de parasites, etc., entre les humains et les autres espèces. C'est d'autant plus vrai, en fait, pour nos plus proches parents, notre famille, celle des primates, puisque ces primates vivent essentiellement en forêt. On estime qu'environ 90% des espèces de primates sont dépendants des espaces forestiers, et tout particulièrement, vous le voyez sur cette carte, des forêts qui se situent dans la zone intertropicale. Alors, vous ne voyez pas en détail, mais les zones jaunes et rouges sont celles où on trouve le plus grand nombre d'espèces de primates. Peut-être vous n'avez pas idée de cette diversité même du monde des primates. On estime qu'il y a plus de 500 espèces de primates. Quand je dis on estime, c'est on en est sûr. Après, il y a une différence parfois entre ce qu'on appelle espèces ou taxons, etc. Donc ça, c'est des aspects scientifiques qui ne vous concernent pas. Mais en tout cas, si vous regardez les différents types de primates, plus de 500 espèces différentes de primates, ce qui est bien sûr très important quand on imagine ça, parce que je pense que si je demande à chacun d'entre vous de me citer des primates, peut-être vous arriverez à une dizaine, mais sûrement pas à 500. En tout cas, ces espèces qui sont les plus diversifiées se retrouvent vraiment dans ces zones jaunes et rouges en Amérique, en Afrique et en Asie. Mais depuis une 50aine d'années, pratiquement toutes les populations de primates sont en déclin. Donc avec un rythme vraiment très rapide de ces déclins. Alors, les 3/4 donc, de ces populations sont vouées à disparaître, ou en tout cas à ne plus être viables dans quelques décennies. Et c'est encore plus vrai pour toutes les espèces de grande taille, donc que ce soit des espèces de primates, mais aussi les autres espèces animales. On estime que d'ici une 50aine d'années, il pourrait ne plus y avoir dans les zones intertropicales d'animaux de plus de 10 kg appartenant à la faune sauvage. Les espèces les plus grandes, les plus volumineuses, sont celles qui subissent le plus ces menaces et qui sont vouées à disparaître. Évidemment, je vous le disais, ces zones de forêt qui disparaissent sont celles où on trouve aussi la plus grande agriculture. Et là, les courbes vraiment sont parlantes d'elles-mêmes. En bleu, vous voyez le couvert forestier qui disparaît, et en rouge, l'expansion agricole. On estime que ce sont chaque année environ 10 millions d'hectares de forêts tropicales qui disparaissent. En termes de quantité de primates, c'est énorme également. Et cette agriculture commerciale à grande échelle, intensive, est responsable de 70% de la déforestation tropicale. Qu'en est-il de ceux qui sont encore plus proches de nous et qui, comme on en a parlé, sont en plus encore plus soumis à ces menaces, les grands singes? Pourquoi plus soumis? Parce qu'ils sont ceux de plus grande taille. Ce sont 7 espèces de primates non humains. Nous faisons partie de la 8e de cette famille des hominidés. Ces 7 espèces sont 2 espèces de gorilles, 2 espèces de chimpanzés, le chimpanzé qu'on dit commun et dont je vais vous parler, vous allez voir qu'il n'est pas si commun que ça, le bonobo et 3 espèces d'orang-outans. Et là, bonne nouvelle, malgré tout, hein, j'essaierai de vous en distiller quelques-unes, hein, ne pas trop plomber l'après-midi tout de même. Une nouvelle espèce d'orang-outan qui a été découverte en Asie du Sud-Est il y a seulement 4 ans de cela. On pourrait se demander comment c'est encore possible de découvrir des espèces de primates qui pèsent plus de 100 kilos. Eh bien si, parce que en fait, dans cette zone reculée de Sumatra se trouvait une petite population
d'orang-outans qu'on pensait être finalement assez ressemblantes aux autres, pardon, mais c'est justement des agriculteurs qui, en découvrant un squelette et le faisant passer à des scientifiques, ont permis de découvrir que finalement cet orang-outan n'était pas exactement le même que celui qu'on connaissait auparavant. Mais malheureusement, à peine découvert, seulement quelques centaines de spécimens, environ 800 orang-outans vivent dans cette zone, et cette zone est elle-même séparée en deux par des infrastructures. Et donc là encore, cette découverte était aussi le moyen d'alerter sur les risques qui pèsent sur cette population d'orang-outans. Donc ces grands singes sont mieux connus depuis, on va dire, une soixantaine d'années, au moment où celles qu'on a appelées les trimates, 3 femmes, qui avaient été envoyées par Louis Leakey, un paléoanthropologue en Afrique et en Asie du Sud-Est, a décidé donc d'envoyer ces femmes pour essayer de comprendre l'évolution humaine et voir à quel point ces grands singes étaient proches de nous, comprendre leur comportement et découvrir finalement, par le biais de Jane Goodall, Diane Fossey ou Birute Galdikas, que les grands singes étaient des êtres dits de culture. En fait, Jane Goodall a été la première à oser annoncer et décrire que les chimpanzés utilisaient des outils et qu'ils avaient des comportements qui étaient très similaires à ceux des hommes. Par exemple, ils font la guerre ou encore des identités, et on va revenir sur ces aspects-là. Donc ils sont non seulement des animaux qui sont doués de comportements tout à fait particuliers, mais ils sont aussi au cœur des cultures, des populations qui vivent autour. Je vous le disais il y a 2 minutes, environ 50 ou 60 ans pour nous, pour redécouvrir ce que finalement les locaux connaissent très bien. Parce que eux, dans leur histoire évolutive, reconnaissent ces grands singes comme étant des proches parents, comme étant soit des ancêtres, soit des êtres proches. Et donc ils sont aussi des objets de culture pour les populations locales. Leur disparition signifierait qu'on perdrait des informations très précieuses sur notre évolution, puisque comparativement avec l'homme contemporain, les chimpanzés contemporains, les gorilles contemporains et les orang-outans peuvent nous permettre de mieux comprendre notre évolution, mais on perdrait aussi des savoirs traditionnels, des cultures que sont celles des populations locales qui vivent à leur côté. D'ailleurs, on en reparlera, pour les locaux qui vivent à leur côté, le fait que des chimpanzés utilisent des outils ou utilisent des plantes pour se soigner ne leur semble absolument pas étonnant. Et voilà, donc ça c'est notre vision occidentale qui a émergé et qui a permis de découvrir et de multiplier ces connaissances. Mais ces connaissances existent bien sûr quand on discute et qu'on prend le temps d'étudier les savoirs locaux. Ces 7 espèces, finalement, sont elles aussi bien en danger, voire en danger critique de disparition, avec à peu près les mêmes chiffres que ce que je vous décrivais précédemment. 70% des populations qui ont disparu au cours des 40 ou 50 dernières années. Et la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est celle qui est mise à jour régulièrement, nous alerte vraiment sur leur risque de disparaître dans les prochaines décennies. Et donc, vous le comprenez, l'avenir de ces grands singes qui vivent en Afrique et en Asie du Sud-Est est extrêmement lié à celui des forêts tropicales et par conséquent au destin des humains également, puisque ces forêts tropicales sont une source de biodiversité, de ressources végétales, donc pour s'alimenter pour les populations qui sont autour, en bois de chauffe, en ressources de construction, en eau, puisque les forêts permettent d'avoir de l'eau claire, etc. Mais également pour l'ensemble de la planète, puisque on les a décrites comme étant les poumons de notre planète et que leur disparition entraînerait aussi pour les populations qui vivent loin de ces forêts comme les nôtres des risques très importants. D'autre part, par le biais des agents pathogènes qui peuvent diffuser en détruisant ces forêts, nous sommes aussi éventuellement les victimes de cette déforestation.
Donc les grands singes nous apparaissent à la fois un peu comme les indicateurs, les sentinelles de l'état de ces forêts et de notre planète, et bien sûr comme les victimes de cette transition démographique, écologique, que l'on va peut-être opérer dans le bon sens, on l'espère. Donc où vivent-ils exactement ces grands singes africains et les chimpanzés tout particulièrement ? Dans les zones entourées en rouge pour les chimpanzés, en vert pour une des espèces de gorilles, qui est le gorille de l'Ouest, en bleu-violet pour les gorilles de l'Est et en rouge pour les bonobos. Là où on trouve des bonobos, on ne trouve ni gorilles ni chimpanzés, alors que dans des zones comme par exemple en Ouganda, on peut trouver à la fois des gorilles et des chimpanzés. Qu'est-ce qu'on sait des effectifs qu'il reste aujourd'hui ? Eh bien, Fabrice l'a d'ailleurs souligné récemment, quand on a fait l'interview pour la radio, environ 300 000 chimpanzés, et c'est un chiffre qui vous parle peut-être. C'est autant d'habitants que cette belle île qui est la vôtre. Donc finalement, 300 000 chimpanzés sur l'ensemble de la planète, c'est vraiment extrêmement peu. C'est 300 000 individus dispersés dans 21 pays d'Afrique. Et donc, moi, je vais vous parler de ceux qui vivent en Ouganda, un petit millier parmi ces 300 000, et plus particulièrement d'une petite centaine qui vit dans une aire protégée où nous travaillons depuis une vingtaine d'années. Alors, je vais d'abord vous emmener sur un terrain de recherche assez particulier, qui est celui qui m'a permis de me rendre compte à quel point la santé des humains, la santé des grands singes et la santé de l'environnement étaient liées, à quel point la diversité en espèces végétales était primordiale pour ces grands singes, mais aussi pour les humains qui vivent à proximité d'eux. Ça a constitué une dizaine d'années de recherche pour mieux comprendre cette problématique, mais je dois avouer que ça reste le cœur de mon travail de recherche et mon intérêt principal aujourd'hui encore. Donc ce parc national de Kibale, il se trouve ici. Là, vous voyez la frontière avec la République démocratique du Congo. Et une petite tache verte, donc c'est le parc national de Kibale qui couvre environ 800 km², et on travaille au nord de cette zone. C'est un parc d'altitude, on est situé à 1600 mètres à peu près, et un parc qui est quasiment entièrement forestier, on le verra un peu plus tard, entouré surtout de plantations agricoles. Donc pendant une dizaine d'années, on a travaillé avec Jean-Michel sur une communauté de chimpanzés d'une cinquantaine d'individus qui avaient été étudiés déjà par l'équipe d'Harvard et avec laquelle on a pu interagir pour mieux comprendre leur comportement. Donc c'est une forêt qui, si vous avez vu Gorille dans la brume, est très similaire à ça, puisqu'on est proche de cette zone d'altitude du Rwenzori, une forêt brumeuse, dans laquelle donc vivent des chimpanzés qui étaient donc déjà habitués, c'est-à-dire dont on pouvait approcher la plupart des individus. Et ce qui est assez incroyable, donc dans ces aires que sont les forêts tropicales, c'est que les chimpanzés apprennent à utiliser des outils. C'est une transmission qui se fait socialement. Et ces outils leur permettent, par exemple, d'accéder à la nourriture. Vous voyez ici Kilimi, qui utilise une baguette pour aller chercher du miel d'abeilles charpentières au creux d'une galerie dans un arbre mort. Ils ont des comportements culturels qui peuvent ne pas être associés à des outils. Et là, vous voyez deux chimpanzés qui se tiennent la main, ce qu'on appelle la poignée de main, au-dessus de la tête, ce qui permet aux deux individus de s'épouiller mutuellement, donc de chercher dans les poils des aisselles s'il existe des parasites. Mais l'épouillage, c'est aussi un lien social qui se développe et qui s'entretient par le biais donc, de ces relations entre individus proches.
Pourquoi parle-t-on de culture ? Parce que si vous regardez les chimpanzés de Kibale, ils vont pratiquer cette poignée de main, mais si vous allez en Côte d'Ivoire, les chimpanzés ne pratiqueront pas les mêmes types de comportements. Par exemple, en Côte d'Ivoire, les chimpanzés utilisent des pierres pour casser des noix et pour récupérer l'intérieur, ce que ne font pas les chimpanzés à Kibale. Donc en fait, en faisant l'inventaire de tous les types de comportements qu'un groupe social fait, on va décrire sa culture. Mais le groupe social voisin, qui peut-être sera seulement à 10, 15 ou 20 km, n'aura pas forcément les mêmes pratiques. Elles se maintiennent par transmission sociale. Les individus d'un même groupe les pratiquent et leurs enfants les pratiquent. Comment sait-on que ça se transmet, vu que je vous ai dit que ça faisait à peu près 50 ans que les chimpanzés étaient étudiés et bien connus ? Eh bien, par exemple, en Côte d'Ivoire, justement, sur ce fameux site où les chimpanzés cassent des noix, il y a un site archéologique qui a permis de mettre à jour des pierres, de chercher sur ces pierres les grains d'amidon et de découvrir que ces substances venaient de fruits consommés par les chimpanzés et pas par les humains. Et l'excavation a permis de découvrir que c'était un horizon d'à peu près qui correspond à peu près 200 générations de chimpanzés. Donc depuis 200 générations, les chimpanzés, à cet endroit, cassent des noix avec ce type d'outils. Et puis bien sûr, nous, on l'observe, même si un chimpanzé vit 60 à 70 ans, on observe les petits qui, auprès de leur mère, apprennent à utiliser des baguettes, apprennent à sélectionner des plantes, etc. Donc il y a vraiment une transmission sociale. Et donc un comportement qui ne dépend ni de l'environnement, puisque les pierres sont disponibles, les noix sont disponibles, ni de la génétique, puisque deux chimpanzés qui appartiennent à une même population, donc qui sont de groupes sociaux voisins, ne pratiquent pas forcément les mêmes comportements. Donc je pense que peut-être la semaine prochaine, vous pourrez débattre de cela avec un de mes collègues qui peut-être ne sera pas d'accord avec ce que la plupart des biologistes et des primatologues décrivent comme des cultures. Pour les anthropologues et les ethnologues, c'est sujet à débat parce que pour beaucoup d'entre eux, la culture est uniquement humaine et si vous le souhaitez, on pourra en reparler. Mais par exemple, certains de ces gestes sont vraiment surprenants pour nous. Vous voyez ici Imoso, le mâle dominant de la communauté de Kanyawara, en train d'épouiller une feuille. Donc au départ, on peut se demander s'il n'a pas juste un grain, parce que se mettre à chercher des parasites sur une feuille, c'est peut-être pas normal. Bah non, c'est un moyen de solliciter et d'inviter son congénère, Twig que vous voyez derrière, à l'épouiller. Donc c'est un signal que pour nous, il va falloir comprendre et décrypter, mais à force de le revoir de façon régulière et de voir comment les individus interagissent et réagissent à ce type de signal, on va comprendre la signification de ce geste. Évidemment, ce n'est pas toujours aussi évident. Et par exemple, la danse de la pluie est quelque chose qui, pour nous tous, reste encore mystérieux. C'est pratiqué par certaines communautés de chimpanzés, donc groupes sociaux, et on voit les mâles âgés, relativement adultes et matures, se mettre en bipédie sur leurs deux jambes et faire une sorte de ballet lent, en s'hérissant, et ça uniquement quand la pluie s'abat sur la forêt, des gros orages. Et c'est quelque chose de tout à fait étonnant, magique, merveilleux, magnifique, extrêmement dur à saisir en photo parce qu'évidemment, il fait très sombre dans la forêt à ce moment-là, mais qui reste tout à fait mystérieux. On ne sait pas ce qui déclenche et pourquoi certains le font à certains endroits alors que d'autres non. En tout cas, tous ces aspects culturels m'ont fait m'intéresser à savoir si les chimpanzés pouvaient utiliser des plantes pour se soigner. Et si c'était le cas, est-ce que justement c'est transmis ? Est-ce que c'est juste inné, entre guillemets, c'est-à-dire qu'à la naissance, le chimpanzé sait que telle plante peut soigner la diarrhée, telle autre peut soigner la toux, etc. Ou bien si c'est vraiment en réponse à des symptômes, et si oui, comment est-ce possible ? Donc pour répondre à cette question, bien sûr, la première chose est de découvrir si les chimpanzés ont des symptômes.
Les chimpanzés qu'on étudie sont des chimpanzés sauvages. Même s'ils sont habitués et déjà étudiés, on garde aujourd'hui entre 10 et 15 mètres de distance avec eux pour éviter de leur transmettre des maladies et évidemment pour éviter éventuellement d'en attraper aussi et pour éviter aussi d'avoir des contacts physiques qui pourraient être à notre désavantage parce qu'un chimpanzé adulte pèse 60 kilos et à partir de 3-4 ans, en fait, alors même qu'il pèse moins d'une dizaine de kilos, il est assez costaud pour bien vous faire mal si jamais il a décidé s'il ne souhaite pas que vous l'approchiez, quoi. Donc, décrypter des symptômes quand on peut ni prélever de sang, ni faire des palpations, etc., pour un vétérinaire, c'est un peu frustrant. Mais malgré tout, il y a des moyens, puisqu'on peut utiliser les urines, les selles, faire des observations et évidemment savoir si un chimpanzé tousse, a de la diarrhée, etc. Ensuite, il faut pouvoir le suivre jusqu'à ce qu'il guérisse. Et entre les deux, savoir s'ils ont mangé un aliment particulier. Enfin, pas vraiment un aliment, puisque si ça soigne, c'est que ce n'est pas un aliment. Comme pour nous, une plante qui a des propriétés médicinales, si elle est consommée en grande quantité, donc comme un aliment, elle devient toxique. Et donc, l'objectif, c'est de découvrir quelles sont ces plantes et parties de plantes qui peuvent ne pas appartenir au régime alimentaire des chimpanzés et du groupe, mais avoir des propriétés médicinales. Et pour répondre à cette question, il faut faire appel à différentes disciplines. L'éthologie, qui est la science du comportement, pour observer les chimpanzés. La médecine vétérinaire, pour trouver les maladies à partir des prélèvements et des observations qu'on a faites. Plus souvent la parasitologie, parce qu'on va pouvoir trouver des parasites dans les selles et donc pouvoir suivre le nombre de parasites et les différentes espèces de parasites qu'on trouve et voir si ce nombre de parasites diminue après la consommation d'une plante. La botanique, pour pouvoir identifier les plantes que consomment les chimpanzés. L'ethnologie, parce que ce qui nous intéresse aussi, parmi les informations précieuses qu'on peut obtenir, ce sont celles sur les savoirs médicinaux des populations qui vivent autour. Donc si une plante est utilisée localement pour des propriétés, on peut supposer que si ces propriétés existent, elles seront peut-être partagées avec celles que les chimpanzés vont utiliser. La microbiologie et la chimie pour pouvoir détecter les activités biologiques et ensuite identifier les molécules responsables des activités. Alors bien sûr, tout ça, ça ne se fait pas ni rapidement ni grâce à une seule personne. C'est un gros travail d'équipe avec différents collègues et puis sur le temps très long parce qu'il faut pouvoir rassembler beaucoup d'informations pour pouvoir ensuite répondre à ces questions. Donc vous le voyez ici en image, de l'observation des chimpanzés qui mangent des parties de plantes inhabituelles, se concentrent les molécules actives dans les parties qui ne sont pas mangées en grande quantité. Les écorces, les feuilles, les racines sont les plus concentrées, les parties de plantes les plus concentrées en molécules qu'on appelle les métabolites secondaires et qui peuvent soigner. La collecte. Et puis ensuite, la préparation pour pouvoir faire de la chimie et de la biologie sur les plantes en question. Alors, ça peut paraître simple, récolter des urines, faire une analyse d'urine. Quand on travaille avec des chimpanzés qui vivent à la fois au sol mais aussi dans les arbres à 50 mètres, c'est pas toujours évident. Donc voilà notre technique, une branche sur laquelle on enfile un sac plastique et quand le chimpanzé fait pipi depuis un arbre, il faut courir dessous, le jet d'urine en essayant de ne pas prendre une douche pour récupérer quelques précieuses gouttes d'urine, puis ensuite faire une petite bandelette urinaire ou bien ramasser à la pipette, garder au frigo pour après faire les essais qu'on souhaite réaliser. L'observation des chimpanzés, donc là par exemple Imoso qui mange les baies d'un Phytolacca, peut-être que vous connaissez parce que c'est une plante qu'on trouve ici en Europe, donc Phytolacca dodecandra, qui localement est aussi utilisée comme savon puisqu'elle contient des saponosides et cette plante-là, on a pu en trouver les propriétés parce que justement les populations locales les utilisaient comme savon et dans les endroits de la rivière où
les baies étaient utilisées par les femmes pour laver de linge, le petit parasite qui est responsable de la cécité des rivières disparaissait, et à ces endroits-là, il y avait moins de ce type de maladie chez les populations qui utilisaient ces baies. Et donc, quand un chimpanzé consomme une plante connue en médecine traditionnelle, ça nous intéresse tout particulièrement. Mais si la plante est déjà connue, ça nous intéresse moins. Notre objectif étant de les utiliser, entre guillemets, comme étant des guides pour trouver des nouvelles molécules qui pourraient être utiles aux humains et à la médecine, tout particulièrement parce que ce sont nos plus proches parents et que nous partageons 98% d'ADN avec eux, et malheureusement, à leurs dépens, on sait que ce sont des modèles animaux qui peuvent servir. Ils ont été trop souvent, trop longtemps utilisés en laboratoire pour étudier les maladies et les traitements. Là, on a la possibilité de pouvoir les utiliser entre guillemets encore, en pleine liberté, et simplement en les observant, en ne les perturbant pas, juste en essayant de mieux les comprendre et bien évidemment de les protéger également. Donc là, le travail photo, et Jean-Michel vous en parlera peut-être plus tard, est aussi très important parce qu'une partie des plantes de cette forêt ne sont pas encore connues, c'est-à-dire qu'on est dans un parc national qui couvre 800 km², mais parmi les plantes que les chimpanzés consomment, certaines ne sont pas encore décrites, ne sont pas inventoriées, ne sont pas mises en herbier. Donc les photos, bien sûr, et les herbiers sont des étapes importantes dans la description de notre travail. Et parmi les plantes, par exemple, qui n'étaient pas connues, celle que mange ici Makoku, qui se trouve être un Trichilia rubescens. Elle n'était pas décrite comme plante faisant partie du parc où on travaillait. Et comment, en fait, on a découvert cette plante ? Parce que un jour, Makoku est arrivé en boitant et l'ensemble des chimpanzés sont allés manger dans un grand figuier. Lui est resté au sol. Et lorsque le groupe est parti pour aller continuer sa journée, lui est resté tout seul. Donc j'ai pu le suivre et voir qu'il ne consommait que les feuilles de cette plante que les assistants qui travaillaient là depuis longtemps ne connaissaient pas. Je l'ai goûtée, elle était très amère, ça m'a semblé étonnant, je l'ai ramassée, ça m'a permis de découvrir 2 nouvelles molécules qu'on a appelées les trichirubines A et B, et étonnamment, ces molécules sont plus actives que la chloroquine en laboratoire. Donc la fameuse, maintenant tout le monde sait de quoi on parle quand on parle de la chloroquine ou l'hydroxychloroquine. Pareil, il y a 2 ans, tout le monde me regardait avec des yeux comme ça. Maintenant, vous savez ce que c'est. Mais en fait, c'est la molécule de référence qui permet de tester une activité sur l'agent du paludisme, Plasmodium. Eh ben, nos fameuses trichirubines sont plus actives que cette hydroxychloroquine en laboratoire. Donc vraiment quelque chose d'intéressant, un modèle en fait pour les chimistes qui peuvent reproduire ces molécules. Évidemment, il n'est pas question d'aller couper tous les Trichilia rubescens de la forêt pour pouvoir se procurer ces molécules et éventuellement travailler sur leurs activités antipaludiques. Il s'agit bien de servir de modèle aux chimistes. Un autre exemple, cette jeune femelle, Kilimi, qui mange des écorces d'Albizia grandibracteata. C'est une plante qui est utilisée localement comme vermifuge et pour les maux digestifs, les maux d'estomac, les ballonnements. Et donc là encore, Kilimi était toute seule, je la suivais, j'avais réalisé des analyses de parasitologie, j'avais vu qu'elle avait beaucoup de parasites dans ses selles. Sa mère et ses frères et sœurs n'ont pas consommé ces écorces. Pour elle, ça a pris beaucoup de temps pour enlever ces écorces et récupérer un tout petit bout d'écorce, la mastiquer, etc. Donc beaucoup d'efforts pour un gain calorique très faible. Donc là encore, ça m'a suggéré qu'il pouvait y avoir des propriétés intéressantes dans cette plante. Et ça m'a pris quand même un peu plus de 2 ans pour découvrir ces fameuses propriétés et surtout isoler les molécules, puisque donc l'extrait était effectivement actif sur les parasites digestifs et les molécules contenues dans ces écorces étaient des saponosides, encore là, ces fameuses molécules qui moussent et qui sont extrêmement difficiles à étudier. Il faut congeler en fait les extraits pour pouvoir ensuite isoler et extraire les molécules. Et donc après 2 ans, j'ai pu trouver 3 nouvelles molécules qui non seulement sont actives sur les parasites digestifs, mais aussi qui ont des activités anticancéreuses in vitro.
Donc là aussi, Quilimi nous avait permis de découvrir des molécules tout à fait passionnantes et surtout de confirmer que sa consommation d'écorce pouvait avoir un effet, puisque dans les jours qui ont suivi, elle n'avait plus de parasites. La quantité consommée était relativement faible, hein, et parmi les autres aliments qui avaient été utilisés, aucun ne présentait d'activité antiparasitaire. Donc là encore un bel exemple de ce qui semble être de l'automédication et qui nous a permis plus tard de suivre chacune des consommations de Trichilia rubescens ou d'Albizia grandibracteata pour les autres individus qu'on observait. Donc ce travail, on l'a fait de façon systématique. On a pu mettre à jour 40 plantes à peu près pour lesquelles des activités biologiques et des molécules pouvaient être identifiées. Et puis, aujourd'hui, le gros de notre travail consiste à essayer de comprendre comment se transmettent ces savoirs, si savoir il y a, et bien évidemment de pouvoir essayer ces couples que sont les mères et les enfants pour voir s'il y a des observations. Et également de voir quand un individu est malade ou blessé, ce qui est le cas là, quels sont ceux qui s'informent de cette maladie et quels sont ensuite les comportements qu'ils vont avoir. Et par ce biais-là, on a pu se rendre compte que les chimpanzés qui consommaient des plantes inhabituelles étaient observés de très près, parfois la bouchée était partagée avec certains individus, ce qu'on n'observe pas quand il s'agit d'alimentation normale. Et par ailleurs, ce ne sont pas uniquement les couples mère-enfant qui sont en cause dans ces observations très très proches, mais l'individu observé est également observé par des individus adultes et tout particulièrement des femelles adolescentes. Chez les chimpanzés, ce sont les femelles qui changent de communauté à l'adolescence, donc elles partent de leur groupe natal pour aller dans une nouvelle communauté qui vit sur un autre territoire. Donc pour elles, c'est vraiment très important de pouvoir observer et apprendre ce qui est bon, mais aussi potentiellement ce qui est toxique dans l'environnement qu'elles vont découvrir et dans lequel elles vont vivre pendant une 50aine d'années, si tout va bien pour elles. Donc encore pas mal de boulot à faire, on pourra en reparler si vous le voulez, mais sur ces questions d'automédication, vraiment des informations cruciales qui nous ont permis de découvrir que les chimpanzés mangent 300 parties de plantes différentes, les chimpanzés d'un même groupe, 300 parties de plantes différentes, donc on est bien loin des 5 fruits et légumes qui nous sont recommandés par nos gouvernements. Et cette diversité, elle s'exprime aussi dans les plantes médicinales, puisque rien qu'en plantes à activité anti-palu, on en a mis à jour une dizaine qui sont mangés non pas régulièrement, mais en alternance. Ce que nous, on observe quand on donne la même molécule tout le temps à des malades, c'est une résistance qui va se développer. Et bien là, les chimpanzés, en fait, en alternant les différentes molécules et les différentes plantes, vont pouvoir éviter cette résistance. Et d'ailleurs, les chimpanzés ne meurent pas du paludisme. Certains ont des symptômes, mais le plus souvent très légers. Et donc, parmi les hypothèses, qui ne sont pas les seules, c'est que cette alternance peut aider également. Mais alors, est-ce que cohabiter est possible ? Est-ce qu'une cohabitation est durable encore à notre époque entre les chimpanzés et les humains? Et pour répondre à cette question, on a décidé de travailler dans une autre zone du parc national de Kibale, à Sebitoli, au nord. Et cette zone est tout à fait particulière parce que, donc vous voyez là, c'est le territoire des chimpanzés qu'on a pu déterminer après plusieurs années. Mais vous voyez que tout autour, les zones en vert foncé, ce sont ces fameuses plantations dont on parlait tout à l'heure, des plantations de thé, d'eucalyptus, de bananiers, qui entourent cette poche de forêt qui couvre à peu près 25 km², avec au milieu, en rouge, une route qui coupe le parc d'est en ouest, et c'est une route avec un fort trafic. Quant au triangle rouge-orange que vous voyez, ce sont des usines de thé. Donc, un des endroits d'Afrique où la densité en population humaine est parmi les plus fortes du monde. On est aux alentours de 300 habitants au kilomètre-carré. Et donc une question, quand on a commencé à travailler là, est-ce qu'il y a vraiment des chimpanzés ? Est-ce qu'ils peuvent survivre ? Et si oui, comment ? Est-ce qu'ils s'adaptent ?
ou bien est-ce qu'ils sont finalement resserrés au cœur du parc et qu'ils évitent les zones de bordure, qu'ils évitent les humains? Donc ça, c'était une de nos questions principales, sachant qu'en plus, cette forêt avait été exploitée dans les années 70 et fortement dégradée. On avait assez peu d'espoir de trouver une forte densité de population. Donc la première étape, c'est celle qu'on appelle l'habituation, puisque ces chimpanzés n'avaient vu quasiment jamais d'humains, en dehors éventuellement des ouvriers ou des gens qui passaient sur la route. Donc là, il a fallu s'armer de patience et de matériel un peu différent de ce qu'on avait auparavant, puisque les premiers chimpanzés qu'on avait étudiés étaient assez proches de nous, une dizaine, une quinzaine de mètres. Là, dès qu'on arrivait à un endroit où on avait entendu les cris des chimpanzés, en fait, ils dévalaient, ils dégringolaient et évidemment, on ne voyait rien. Donc pour moi, des jumelles, pour Jean-Michel, un appareil photo avec un objectif puissant pour essayer de pouvoir mieux connaître ces chimpanzés. Et puis pas mal de problèmes aussi liés au terrain. Dans le nord du parc, beaucoup plus de rivières, que évidemment les chimpanzés travaillent avec beaucoup d'aisance, nous un peu moins. Des côtes, des pentes dignes largement de celles que vous avez ici en Castaniche, hein, mais on a beaucoup apprécié de pouvoir s'entraîner ici malgré tout. Des habitants qui font partie de cette biodiversité mais qu'on préfère ne pas croiser de trop près. Donc ici un python, d'autres assez encombrants. Voilà, les éléphants, et on a la chance d'avoir à la fois des éléphants de forêt et des éléphants de savane, puisque le parc où on travaille est relié à un parc de savane, donc aussi une bonne densité en éléphants. Et parfois ils sont dans l'eau, mais quand ils sont sur terre au milieu du chemin, bah, c'est un peu une autre histoire que les vaches corses et, et les cochons. Alors évidemment, c'est juste magnifique, hein. C'est génial quand c'est le caméra trappe, là c'est des pièges à détection de présence qui les enregistrent. Nous, on évite d'être au milieu d'eux comme ça, mais en forêt, c'est pas toujours évident. On a l'impression que ça va être facile de détecter des animaux d'une telle taille. Bah non, parce que quand ils se reposent, ils font pas du tout de bruit, et donc il faut être toujours sur le qui-vive, toujours très attentif pour éviter de se trouver nez à nez avec eux. L'objectif, c'est ça, c'est d'être au pied d'un arbre avec un chimpanzé comme Roméo, là, bien détendu, et de pouvoir les observer tranquillement. De pouvoir observer les petits aussi qui jouent sans que leur mère les attrape et les enlève de notre vue. Et pour obtenir ça, il nous a fallu 6 à 7 ans. Parce que sinon c'est vraiment, comme je vous le disais, des masses de poils noirs qui dégringolent au fond. Et encore, pas pour tous les individus. On a encore certains individus qui sont très timides, très craintifs. Les chimpanzés ne vivent pas tous ensemble, tout le groupe d'une communauté n'est pas présent ensemble. Ils se dissocient en petits sous-groupes et tous les groupes changent, sont labiles du matin au soir, un peu comme nous. Comme ce matin, vous avez déjeuné avec votre famille, là on est tous ensemble et ce soir vous serez avec d'autres. Et bien exactement la même chose se produit chez les chimpanzés, ce qui rend l'observation et le suivi d'un individu en particulier très, très difficile, et également l'habituation, parce que certains, vous n'allez les voir qu'une fois tous les 3 mois, tous les 6 mois, et si ce jour-là ils sont tout seuls ou avec un individu craintif, bah là c'est fichu pour 1, voire 2, voire 3 ans plus tard. Par contre, quand un individu a votre confiance, là, cette confiance va pouvoir se propager, se transmettre, et ensuite le travail sera beaucoup plus facile. Vous pourrez tenter de capter des conversations secrètes qui se passent en haut des arbres, et puis découvrir à quel point ils sont ingénieux. Donc là encore, le jeune Woody en train de se régaler de miel avec un outil, un bâton, qui lui a servi à aller le collecter. Mais aussi découvrir que certains sont victimes de la proximité avec les humains, comme ici Kazinga,
Je vous dis son nom parce que quand on est arrivé à Kazinka, ça nous a fait quelque chose. Donc lui s'appelle Kazinga, on l'a appelé Kazinga, du nom d'un channel qui relie 2 lacs en Ouganda, et donc qui est blessé au pied par un piège, comme 30% des chimpanzés à Sebitoli. Donc c'est énorme, 30% des individus qu'on a pu identifier et nommer ont des mutilations, donc c'est des mutilations aux bras, aux pieds, aux jambes, aux phalanges, parfois des bras en moins carrément, qui touchent donc ces chimpanzés. Alors en fait, quand vous les voyez comme ça, vous devez vous demander comment on arrive à les nommer. Quand on voit un groupe comme ça, peut-être qu'ils vous semblent un peu tous similaires. Mais non, en fait, alors déjà les plus jeunes, vous le voyez, ont le visage clair, un peu rosé, et puis quand ils vieillissent, quand ils grandissent, ils deviennent plus sombres, ils bronzent en fait, ils deviennent noirs. Donc ça, c'est déjà un indice. Et puis ensuite, tous ont des traits différents. Et si vous arriviez à venir nous rejoindre et à être avec nous pour 10-15 jours, vous réussiriez déjà à identifier des individus et à les reconnaître. Et nous, c'est le premier travail qu'il nous a fallu faire. Donc aujourd'hui, on a une équipe de 25 Ougandais qui, tous les jours, travaillent sur le terrain pour enregistrer les données scientifiques. Mais avant, ces 25 Ougandais ont travaillé avec nous pour ouvrir des chemins dans la forêt, nous aider à les approcher, à les identifier et à enregistrer les différents individus. Donc il y a les plus vieux, comme Neptune, là vous voyez, barbe blanche, cheveux gris. Pas trop compliqué de pouvoir se dire que c'est un individu adulte, un peu âgé, donc probablement une 60aine d'années. Galette, elle aussi, avec les oreilles un peu aplaties, abîmées, et puis là elle est assise, mais elle a le corps un petit peu décharné, et puis surtout le dos très voussé. Donc l'âge se voit sur sa morphologie. Kitaka, qui, elle, a les cheveux très clairs, un peu blondes, et d'ailleurs couleur un peu terre. Et Kitaka, ça veut dire terre, en fait, en Rutoro, la langue locale. Donc, ils portent des noms parfois français, parfois ougandais. Et vous voyez cet air un peu souriant, toujours de bonne humeur. Le mâle dominant, Elliot. Donc lui, souvent dans l'esbrouf, avec, là vous le voyez, le poil gonflé, hérissé, mais relativement bienveillant. Et c'est lui, en fait, qui nous a permis de gagner la confiance des autres individus. Ulysse, un des jeunes mâles qui est en train de monter avec une carrure assez imposante. Butchaman, plutôt beau gosse, très poseur. Et puis les petits qu'on va aussi suivre de près parce que c'est assez absolument fabuleux de les découvrir d'abord collés contre le corps de leur mère, portés pendant 4-5 ans par leur maman, puis petit à petit devenir autonomes, certains un peu boudeurs, un peu capricieux aussi parfois, souvent très expressifs, vous le voyez. D'autres espiègles, ici Koji, qui est très joueuse. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le sourire de jeu, la play face, qui a plutôt tendance à inviter à jouer. Donc nous, là, notre rôle, notre objectif, c'est de ne montrer que de l'indifférence, de ne pas répondre à ces sollicitations. Sinon, bien sûr, comme ils sont curieux, ils vont essayer de venir au contact avec nous. D'autres plus boudeurs, et là, c'est encore Kazinga, mais vous voyez, il a déjà bien grandi. Grant, Hugo, Albert, lui aussi en fait a un rôle tout à fait crucial parce que Kazinga a un petit frère et tous les deux sont orphelins. Quand on est arrivé, on a rencontré leur mère et elle a disparu. Et c'est Albert qui, a priori, n'a pas de relation de parenté, qui les a adoptés et s'est occupé d'eux. Donc s'occuper d'eux, ça ne veut pas dire forcément, ça veut pas dire les porter ou leur donner à manger, mais les attendre, les protéger. Et par exemple, il faisait toujours tampon entre nous et les petits pour s'assurer qu'en fait, on n'allait pas les menacer. Et donc, pareil, Albert, on l'a vu prendre de la corpulence parce qu'on l'a connu jeune adolescent, 10-12 ans. Et aujourd'hui, c'est un mâle adulte dans la force de l'âge. L'âge adulte, c'est entre 15 ans. Ils deviennent jeunes adultes vers 20 ans. Et puis ensuite, adultes matures autour de 30 ans. Je vous disais, donc pour vivre jusqu'à 60-70 ans, si tout va bien.
Muscat, voilà un peu quelques portraits, hein, Kiprotich. Et Kiprotich, en fait, peut-être que vous pouvez maintenant le remarquer, il a un visage pas tout à fait normal avec les narines un peu rentrées à l'intérieur. Donc ça a commencé à nous étonner un peu, ces visages particuliers. Et donc, on avait déjà vu qu'il y avait beaucoup de pièges dans la forêt, mais on s'est aussi rendu compte que Chiara, que vous voyez sur la vignette de gauche, Woody, Aragon avaient des visages assez particuliers. Chiara a un bec de lièvre. Woody, Aragon et d'autres ont les narines quasiment absentes. Et en plus, ils ont des membres avec des doigts manquants, des phalanges manquantes, mais pas comme si ça venait de pièges. Donc vraiment des soupçons. Et le nombre, en fait, nous a vraiment interrogés, puisqu'il y avait près d'un quart de la population qui avait ces malformations faciales et ces malformations au niveau des membres. Ensuite, les caméras trappes, donc celles qui nous ont permis de voir les éléphants, nous ont aussi révélé que les babouins de la zone, qui partagent le même habitat, avaient aussi des malformations faciales. Et donc, juste sur ces quelques dizaines de kilomètres carrés, 30 babouins, et ça se voit beaucoup plus chez les babouins, avaient des malformations au niveau nasal. Ça se voit beaucoup plus parce que les babouins ont un peu comme une tête de chien, hein, donc un très long museau. Et ils avaient des ouvertures de narines au niveau des ailes du nez, voire une seule narine ou encore vraiment des narines atrophiées. Donc on a décidé d'explorer les causes. Surtout que les assistants de notre projet viennent tous de villages voisins et nous ont indiqué que beaucoup d'enfants avaient des malformations. Donc ça pouvait être des malformations au niveau du visage, comme cette petite fille, ou bien des enfants qui avaient par exemple des micro-pénis ou des polydactylies, 6 doigts de pied, 6 doigts de main, etc. Beaucoup de retards mentaux aussi. Et donc, je vous le disais, on fait partie de... Ah, un visiteur. La biodiversité s'invite. Oui, donc 3 espèces sur ce territoire de primates ayant des malformations. Et un trait commun, c'est que tous consomment à peu près les aliments dont on parlait tout à l'heure, cultivés en monoculture avec beaucoup de pesticides. Donc les chimpanzés, bien sûr. Vous les voyez ici encore à l'aide d'un caméra trap. Donc vous voyez Aragon, Ulysse devant. Donc Aragon, c'est celui qui a le visage très plat et qui a la malformation, enfin le pied manquant. Rentrer dans un champ de maïs qui là n'est pas très dense. Donc ça vous montre à quel point ils osent sortir de la forêt pour aller en zone découverte. En fait, au départ, on pensait que peut-être seuls les mâles osaient, mais finalement, on s'est rendu compte que tous les individus, y compris les mères avec les petits, et évidemment les mères gestantes également. Quant aux babouins, bien sûr, eux aussi en profitent. Hein. Ce sont des ressources très nutritives qui sont donc très riches en calories. Et donc, vous voyez que là, le babouin à droite, il a une malformation. Enfin, vous ne voyez peut-être pas, mais je vous le dis. Il a une malformation au niveau des narines. Hein. L'ouverture est très, très petite. Évidemment, sur ces maïs sont pulvérisés pas mal de pesticides. Ici, dans cette zone-là, c'est la forêt. Donc, on estime qu'il y a environ 800 espèces végétales sur 50 hectares. Donc là, les chimpanzés y vivent, bien sûr. Au milieu, c'est du thé. Donc, petit à petit, borde la forêt. Et à droite, ce n'est pas une forêt non plus. Hein, c'est une plantation d'eucalyptus. Donc, également en monoculture. Donc, sur ces 2 types de monoculture, quasiment un seul type d'arbre, le théier et l'eucalyptus, une espèce dominante. Et évidemment, la biodiversité ne peut pas y vivre car sont épandues dans ces zones des quantités importantes. Alors sur le thé, c'est surtout du glyphosate, le fameux Roundup dont vous avez entendu parler. Dans le maïs, sur le maïs, les villageois prennent ce qu'ils ont. Alors parfois ce qu'on leur donne, hein, mais souvent ils sont illettrés et analphabètes, donc on leur donne des produits en leur disant qu'il faut mettre telle quantité de tel produit. Quand on ne sait pas lire une étiquette et qu'on n'a pas de calendrier ni de montre, c'est assez compliqué de savoir suivre des recommandations en termes de fréquence, de dose, etc.
Et donc, du coup, notre travail a consisté à essayer de comprendre quelles pouvaient être les causes de ces malformations. On s'est dit que peut-être la route créait un isolement géographique et entraînait de la consanguinité. Or, vous le voyez, les chimpanzés traversent la route, ça n'est pas une barrière, et nos analyses génétiques ont confirmé qu'ils n'étaient pas consanguins. Alors, bien sûr, c'est une source de mortalité aussi, une menace importante en termes de collision, mais également en termes de déchets, car le long des routes, on trouve des déchets plastiques. En fait, les gens jettent leurs bouteilles de soda quand ils traversent la forêt. Et voilà un peu le recensement des campagnes de ramassage de déchets plastiques qu'on a faites l'année dernière. Donc entre juillet 2019 et juillet 2020, donc en un an, on a ramassé 10 000 bouteilles de soda sur la petite route que vous avez vue là, qui compte 4 km seulement. Et 336 kilos de déchets plastiques. Donc potentiellement également une source de pollution, mais de transmission de maladies aussi, parce que les gens ont bu dans ces bouteilles qu'ils jettent, et évidemment primates et autres animaux attirés par le sucre peuvent très bien toucher et boire également et donc être contaminés. Donc ce qu'on a fait sur cette zone, c'est essayer d'étudier l'eau des rivières, les sédiments, les maïs, et puis aussi le long de la route de voir quel pouvait être l'impact de la pollution, parce que vous imaginez les véhicules qui utilisent cette route ne sont pas des véhicules très récents. Souvent on a des nuages de fumée quand nous-mêmes on marche sur la route, et puis des odeurs terribles. Donc on se demandait si ça pouvait aussi être une source de pollution, en plus des intrants chimiques. Et donc on a collecté et étudié l'eau des rivières de l'Est, de l'Ouest et du milieu du parc, donc ce qu'on a appelé Mpanga South, c'est le nom de la rivière qui est au milieu du parc. Et on a également travaillé sur la chair des poissons qui étaient pêchés dans ces rivières. Donc ça, c'est pas pour que vous lisiez tout, mais simplement pour vous dire que donc dans cette partie-là, qui se trouve être la partie où il y a les plantations de maïs et aussi du thé, bien sûr, et de l'autre côté, il n'y a que du thé. Donc ici, on trouve, au cours de 3 collectes, 2017, 2018, 2019, entre 11 et 15 pesticides, donc y compris du glyphosate. Certains se retrouvent vraiment toutes les années, d'autres changent. Mais ce qu'on retrouve ici, on le retrouve pratiquement à l'identique au cœur du parc, donc à 4 km des zones d'épandage, on trouve exactement la même chose, car à Mounaubois, finalement, on trouve quasiment que du glyphosate. Donc les 2 rivières se jettent pour former Mpanga South, mais tout ce qui était là se trouve drainé et arrivé jusqu'au cœur du parc dans l'eau. En fait, il y a une chose aussi qui est très caractéristique, c'est que ce fameux maïs, les locaux nous ont dit c'est du maïs rouge ou du maïs bleu, parce qu'il pousse beaucoup mieux que le maïs jaune. Donc évidemment, ça nous a interrogés. En allant au village à côté pour acheter les graines, les semences de maïs, sur les paquets, il n'y avait rien indiqué, mais effectivement, à l'intérieur, le maïs était soit rouge, soit bleu. Et donc, en revenant au muséum, j'ai fait des analyses, et avec mes collègues aussi ougandais, on a confirmé que c'était un enrobage de néonicotinoïdes, donc d'imidaclopride. Et cet imidaclopride, au final, on le retrouve dans l'eau des rivières et dans les chairs des poissons avec des quantités très très importantes. Donc ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ce cocktail qui se trouve dans l'eau. Donc on a collecté l'eau directement dans les rivières, et au Muséum national d'histoire naturelle, avec mes collègues qui travaillent sur les perturbateurs endocriniens, on a fait pousser dedans, on a élevé dedans des têtards et des petits poissons qui sont des modèles d'études et qui peuvent permettre de voir les effets hormonaux de cette eau. Et donc vous voyez, on a testé différents axes, l'axe thyroïdien, l'axe des hormones femelles, l'axe des hormones mâles, la mobilité des têtards et aussi la proportion entre le cerveau et la tête des têtards. Et en fait, il se trouve que les eaux, que ce soit l'eau des rivières de l'Est ou de l'Ouest, du marécage le plus proche également, ont quasiment toutes des effets, soit sur l'axe thyroïdien, soit sur l'axe de la reproduction femelle, la mobilité et aussi le ratio tête-cerveau.
Et l'autre chose que je ne vous ai pas dite, c'est qu'on a une partie des femelles qui n'ont pas de cycle sexuel et qui donc potentiellement peut également être liée à ça. Donc au final, avec ces résultats, ce qu'on se dit, c'est que probablement les femelles, quand elles sont gestantes et qu'elles vont manger dans les champs ou autour des rivières, ou qu'elles boivent l'eau des rivières, se trouvent exposées à une quantité de pesticides importante. Par contre, les études qu'on a faites donc, tout le long de la route ne montrent pas des quantités très importantes de gaz atmosphériques polluants. Les doses sont équivalentes à celles d'une départementale française, donc pas du tout a priori inquiétante. Et enfin, pour mieux comprendre si ces polluants sont incorporés, parce qu'il ne suffit pas d'être exposé, que ce soit dans l'environnement, pour que les animaux se trouvent vraiment exposés. Ça, c'est la dernière étude qui est en cours et qui est en train d'être publiée. On a récolté les poils des chimpanzés dans les nids. Une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que les chimpanzés construisent un nid différent tous les soirs et que c'est ainsi d'ailleurs qu'on peut faire les recensements de chimpanzés. On sait que chaque nid correspond à un individu. Et donc, on est allé récolter, on est monté dans les nids, enfin les assistants surtout, pour récupérer parfois un poil, parfois 3 poils d'un chimpanzé qu'on sait avoir dormi dans ce nid-là. Et ensuite, en ayant accumulé suffisamment de poils, il en faut à peu près entre 50 et 100, donc pas mal de nids à escalader, par chimpanzé pour pouvoir avoir un résultat. On a fait des études de polluants, comme on le fait pour les cheveux des humains. Donc, nos collègues du Luxembourg travaillent à la fois sur les cheveux des humains et du coup, là, pour la première fois, sur les poils de chimpanzés. Donc on a fait ça à Sébitoli, on a fait ça sur des chimpanzés de la réserve africaine de Sijan en France, et sur le même groupe en fait à Sijan, d'abord avec leur alimentation normale, puis on les a nourris avec des aliments bio uniquement et on a enlevé de leur environnement tout ce qui était plastique. Donc ils avaient des jouets, ils avaient des écuelles et tout ça en plastique. On a tout enlevé, remplacé par de l'inox et des jouets en coton ou en bois. Et donc, vous voyez, les chimpanzés de Sébitoli, on a pu détecter au total 60 polluants différents dans les poils des chimpanzés. 79 chez ceux de Sijan avant d'être passés au bio, 63, mais avec des concentrations beaucoup plus faibles après être passés au bio. Donc le truc assez incroyable quand même, c'est de se dire que des chimpanzés au fin fond de l'Afrique se trouvent avoir... leurs poils nous indiquent qu'ils sont exposés et que leur organisme a métabolisé 60 polluants, donc à la fois des pesticides, mais aussi des bisphénols A et S qu'on suppose venir des plastiques qui sont dispersés sur le bord de route. Donc pour finir, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on fait ? On travaille beaucoup avec les communautés locales, vous l'avez compris, à la fois pour réduire le conflit homme-faune, parce que quand les chimpanzés, les éléphants et les babouins viennent piquer le maïs, évidemment ils s'exposent aussi à des risques parce que les gens vont utiliser leurs lances, même s'ils ne mangent pas de chimpanzés et pas d'éléphants dans la région, quand à force de se faire piller, on devient quand même assez énervé après ces animaux voleurs. Donc trouver des mesures pour réduire ces conflits, c'est-à-dire les aider à creuser, à entretenir des tranchées, à mettre des clôtures de ruches, par exemple, parce que les éléphants ont peur des abeilles. Et donc les clôtures de ruches permettent à la fois d'avoir du miel, mais également d'empêcher les éléphants de rentrer dans les plantations. Ça consiste aussi à les aider pour une cogestion des ressources, donc à libérer du temps qu'ils passent souvent à gardienner leur champ en s'organisant mieux entre eux et en essayant donc d'établir des rondes. Et surtout donc, de travailler à changer les méthodes agricoles, à réduire les intrants et surtout à mieux les contrôler. À côté, on a une concession qui travaille du thé en bio, c'est possible. Ça fait 20 ans qu'ils sont là avec des très bons rendements, en mélangeant, en réintroduisant des espèces indigènes pour faire de l'ombre, par exemple, dans les plantations de thé. Lui utilise des arbres, ce qui permet de réduire l'évapotranspiration, mais aussi
forcément d'apporter un engrais naturel. Et donc d'aider les fermiers locaux à avoir des formations auprès de ces personnes-là, de pouvoir s'approvisionner en semences non enrobées également, et travailler avec les agronomes locaux pour faire des recherches sur comment réintroduire de la diversité dans les champs, et ça tout particulièrement avec le thé, le café, le piment. Les éléphants comme les chimpanzés n'aiment pas le piment. Avoir aussi une diversification des revenus, ne pas mettre évidemment tous ses œufs dans le même panier, entre autres avec le maïs qui peut donc engendrer des pertes énormes quand un troupeau d'éléphants vient et ravage le champ. Et enfin, travailler ici aussi pour expliquer qu'on a un rôle en tant que consommateur, puisque ce thé, ce café, le cacao ou encore la canne à sucre qui sont cultivés dans ces aires tropicales aux dépens de la forêt, sont ensuite importés en France, par exemple, en Europe, etc. Donc ce sont nous les responsables finalement de cette déforestation. Et le côté positif, c'est qu'en les choisissant bien, on peut avoir un rôle, en choisissant du thé bio, cultivé en commerce équitable. On va s'assurer que les producteurs auront des meilleurs revenus, et en ayant des meilleurs revenus, ils braconneront moins. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles. Et aussi travailler avec les industries ici. Également le gouvernement. Donc, a été mis en place, ce que vous voyez ici, la SNDI, Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Donc, notre gouvernement a pour objectif de réduire les importations de produits qui contribuent à la déforestation. Donc vraiment, là, les objectifs sont de faire savoir ça et faire en sorte que le plus possible d'entreprises adhèrent à cette stratégie nationale. Et puis, voilà, essayer de rencontrer le plus de monde possible pour dire à quel point c'est important, urgent de protéger cette forêt et leurs habitants. Et se rappeler que les chimpanzés, évidemment, c'est une espèce, mais parmi des centaines, mais que si on les protège eux, en protégeant leur habitat, on va protéger des centaines, voire des milliers d'autres espèces animales et végétales qui sont tout aussi indispensables les unes que les autres. Évidemment, il ne s'agit pas de ne sauver que les chimpanzés, mais bien l'ensemble de l'écosystème qu'ils partagent. Donc ici, un petit exemple des plantations de thé dont je vous parlais, où le thé est récolté à la main et vendu localement 10 fois plus cher que le thé pulvérisé de glyphosate. Donc évidemment aussi des travailleurs qui sont dans des conditions bien meilleures et qui ont moins besoin d'aller poser des pièges qui ensuite mutilent la faune sauvage dans les aires protégées. Et des exemples d'apiculture et d'apiculteurs qui vont pouvoir avoir des revenus en plus de protéger leur champ. Donc les grands singes peuvent apparaître à la fois comme un patrimoine naturel et culturel, ça on en a parlé, des symboles et des indicateurs à la fois de la santé de notre planète, mais aussi potentiellement de la nôtre, puisqu'ils peuvent nous guider vers des molécules plus actives. Et ils peuvent nous aider à mettre en place des actions collectives à l'échelle planétaire, travailler ici avec les petits producteurs là-bas, ça c'est assez enrichissant, en donnant à chacun un rôle. Évidemment, tout seul en tant que citoyen, si on n'a pas des labels et si on n'a pas des indications qui nous permettent de savoir que tel et tel produit sont responsables, etc., si on n'a pas des aides pour que ces produits ne soient pas hors de prix, ça ne marchera pas. Travailler avec les ONG pour faire savoir qu'on a besoin de financement parce que toutes ces recherches et ces équipes abondantes, c'est pas si facile que ça de les financer. Donc à la fois les fondations, mais aussi l'État ou les grandes ONG peuvent aider à mettre en place ce type de travaux. Donc évidemment, c'est l'affaire de tous. Le problème étant qu'il est très urgent d'agir, mais que c'est un long process, vous l'avez compris, et qu'il ne faut pas attendre d'avoir forcément toutes les preuves que c'est bien telle molécule qui est responsable de telle malformation chez les chimpanzés pour commencer à agir. Et c'est bien pour ça qu'on travaille tout de suite avec
les villageois, les fermiers, pour la santé de leurs enfants, pour la santé de tous. De toute façon, vu l'état de leurs terres, aujourd'hui, c'est absolument indispensable et urgent de lutter contre cette érosion des sols et donc de réintroduire de la biodiversité et de limiter tout ce qui est engrais. Voilà, merci beaucoup à vous tous pour votre attention.